Après 2 mois d'absence, je suis rentré plus tôt et j'ai trouvé ma fille, fiévreuse, dormant dans la buanderie avec une simple serviette en guise de couverture. J'avais envoyé 4 800 € par mois pour ses soins, mais sa chambre était devenue une salle de jeu pour les enfants de mon frère. Maman a dit, laisse-la trembler. Les enfants faibles ne méritent pas de lit. Papa a ajouté, les enfants de ton frère comptent. La tienne peut pourrir avec le linge. J'ai verrouillé la porte et j'ai dit, personne ne sort. Ce qui s'est passé ensuite les a fait supplier avant le lever du soleil. La télévision était la seule lumière dans la maison lorsque j'ai tourné la clé dans la serrure, à 22 h, un samedi soir. J'ai posé mon sac de voyage sur le porche et je suis entré. Le salon était chaud et en désordre, d'une manière qu'il n'était pas 2 mois plus tôt. Une manette de jeu sur le canapé. Une paire de baskets de garçon près du fauteuil, d'une pointure bien trop grande pour ma fille. Un pistolet nerf sur le tapis, à côté d'une brique de jus avec la paille encore dedans. Rien de tout cela n'appartenait à Scout. Ma fille avait 5 ans. Elle chaussait du 28, dessinait des oiseaux et possédait un imperméable jaune avec une capuche en forme de canard, qu'elle avait choisi elle-même la semaine avant mon départ. Rien dans cette pièce n'indiquait qu'elle vivait ici. Je suis passé devant le canapé. Mon père, Dodd, était dans le fauteuil, le menton sur la poitrine, à moitié endormi. Ma mère, Vonnie, pliait du linge en regardant une émission de rénovation à faible volume. Aucun des deux n'a levé les yeux quand je suis entré, ce qui signifiait qu'aucun des deux ne m'attendait avant 4 jours. Mon contrat à Indianapolis s'était terminé plus tôt, car l'hôpital avait surchargé l'unité en personnel pour septembre, et j'avais conduit 4 heures sans prévenir, parce que je voulais voir le visage de ma fille avant qu'elle ne voie le mien. Où est Scout? Vonnie n'a pas tourné la tête. Elle dort. Où ça, elle dort? Là où elle dort, Adli. J'ai descendu le couloir. La porte de la chambre de Scout était fermée, et derrière, j'entendais le son électronique d'un jeu sur tablette. J'ai ouvert la porte. 2 enfants, que j'ai reconnus comme étant ceux de mon frère Trip, dormaient sur un lit superposé qui n'existait pas dans cette pièce à mon départ. Mason, 8 ans, était sur le lit du haut avec une tablette allumée sur son oreiller. Kinley, 6 ans, était en bas avec un ours en peluche. Les murs avaient été repeints, passant du lavande au gris. Les autocollants papillons que j'avais posés pour Scout avaient disparu, recouverts par un poster de Minecraft et un panier de basket en mousse. La commode de Scout était dans le placard, poussée derrière une caisse en plastique de Lego. La chambre de Scout n'était plus la sienne. J'ai vérifié la salle de bain. Vide. La cuisine. Vide. Le porche arrière où Scout s'asseyait parfois avec son carnet de dessin les soirs de beau temps. Vide. Puis j'ai entendu un bruit venant de la buanderie. Pas un cri, une respiration. Le genre de petit souffle laborieux qu'un corps produit quand il travaille plus qu'il ne le devrait. J'ai passé 9 ans dans des unités de soins intensifs, et je connaissais le son d'un enfant respirant avec des voies respiratoires resserrées, comme un mécanicien connaît le bruit d'une courroie sur le point de lâcher. J'ai ouvert la porte de la buanderie. Scout était par terre, entre la machine à laver et le sèche-linge. Elle était recroquevillée sur le côté, les genoux ramenés contre sa poitrine, portant son imperméable jaune par-dessus son pyjama, celui avec la capuche en forme de canard, la capuche rabattue sur ses cheveux. Sous sa tête, il y avait une fine serviette de bain, pliée une fois. Son visage avait la couleur de la cire de bougie, à l'exception de 2 plaques rouges sur ses pommettes, et ses lèvres étaient gercées aux commissures. Chaque respiration était accompagnée d'un léger sifflement, que je pouvais entendre depuis le seuil de la porte. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai posé ma paume sur son front. 39,3 degrés Celsius. 9 ans de garde en soins intensifs m'avaient appris à lire la fièvre par contact cutané, et celle-ci montait depuis des jours, pas des heures. Son pouls était rapide sous mes doigts. Sa respiration était superficielle. Le sifflement signifiait que ses voies respiratoires se rétrécissaient, car ma fille était asthmatique, et l'inhalateur censé empêcher précisément cela se trouvait quelque part dans cette maison, avec une date de renouvellement que j'étais sur le point de vérifier. J'ai fouillé dans son sac à dos violet, celui que je lui avais préparé il y a 2 mois, toujours posé sur le sèche-linge où quelqu'un l'avait mis et oublié. L'inhalateur était à l'intérieur. Je l'ai secoué, il était presque vide. J'ai vérifié l'étiquette de la pharmacie. Dernier renouvellement le 12 juin 2024. La cartouche aurait dû être rechargée en juillet, puis de nouveau en août. 2 renouvellements manqués.
J'avais envoyé 180 € chaque mois, spécifiquement pour cette ordonnance, inclus dans les 4800 € que je virais sur le compte de ma mère le premier de chaque mois. Et personne dans cette maison n'avait mis les pieds dans une pharmacie. J'ai soulevé Scout. Elle ne pesait presque rien contre ma poitrine. Elle pesait 19 kilos quand je suis parti en juillet. En bonne santé, rieuse, tenant son inhalateur d'une main et l'imperméable jaune de l'autre. Elle devait en peser 17 maintenant, peut-être moins. Et la différence entre 19 et 17 kilos pour une enfant de 5 ans, ce n'est pas un chiffre. Ce sont 3 repas par jour qui n'ont pas eu lieu. Je l'ai emmenée dans le salon. Vonnie a levé les yeux de sa pile de linge. Dodd a ouvert un œil. Elle a 39,3 de fièvre, ai-je dit. Depuis quand? Vonnie a plié une chemise sans regarder Scout. Elle est grognon. Les enfants ont chaud. Depuis quand, maman? Quelques jours. Peut-être depuis mercredi. Elle ne voulait pas dîner, alors je l'ai couchée plus tôt. Tu l'as mise dans la buanderie. Les enfants avaient besoin de la chambre. Les enfants de ton frère avaient besoin d'un endroit pour dormir, et la chambre de Scout était la seule avec assez de place pour le lit superposé. Elle est très bien par terre, j'ai mis une serviette. Une serviette, sur du lino, pour une enfant de 5 ans avec 39 de fièvre et un inhalateur vide. Vonnie a posé la chemise sur la pile et m'a regardé avec la patience plate d'une femme qui avait déjà décidé qu'elle avait raison avant même que la conversation ne commence. Laisse-la trembler. Les enfants faibles ne méritent pas de lit. La température de la pièce a changé. Pas l'air, quelque chose derrière. La phrase n'a pas atterri comme des mots, elle a atterri comme un verrou qui se tourne. Car derrière cette phrase se cachaient tous les choix que ma mère avait jamais faits, qui plaçaient le confort de mon frère au-dessus de la survie de ma fille. Et elle l'avait dit pendant que la fièvre de Scout la consumait à travers un imperméable jaune, sur le sol d'une buanderie, à 2 mètres d'un sèche-linge plus chaud que tout ce qu'on lui avait donné pour dormir. Dodd s'est penché en avant dans le fauteuil. Pas inquiet, mais irrité, comme un homme qu'on réveille pendant une émission pour régler un problème qu'il considère déjà résolu. Les enfants de ton frère comptent. La tienne peut pourrir avec le linge. J'ai regardé mon père. Il l'avait dit comme il disait tout, avec la lourde certitude d'un homme qui n'a jamais été remis en question dans sa propre maison. Scout était toujours contre ma poitrine, son front brûlant à travers ma blouse, la capuche jaune pressée contre ma clavicule, et mon père venait de me dire que ma fille pouvait pourrir. Je ne leur ai pas répondu. Je suis allé à ma voiture, j'ai pris la couverture en polaire sur la banquette arrière, j'ai enveloppé Scout dedans sur le canapé et j'ai calé sa tête sur un oreiller. Sa respiration s'est légèrement stabilisée. Le sifflement était toujours là, mais plus faible. J'ai vérifié à nouveau son pouls, toujours rapide. Elle avait besoin d'un nouvel inhalateur ce soir, de liquide, d'un médecin le matin, et de ne plus jamais dormir sur ce sol. Bienvenue sur le coin Reddit, où les mères silencieuses portent les preuves les plus lourdes. Si vous avez déjà confié ce que vous aimez le plus à votre famille pour le retrouver dormant par terre à votre retour, abonnez-vous maintenant et restez proches. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez ce soir, car cette porte est sur le point de se verrouiller. Je m'appelle Adli Creed. J'ai 31 ans et je suis infirmière intérimaire, ce qui signifie que je vais là où les hôpitaux ont besoin de personnel en soins intensifs. Je reste de 8 à 12 semaines et je fais le travail qui maintient les gens en vie quand leur propre corps a décidé d'arrêter. Je suis doué dans mon travail. Je peux lire une gazométrie sanguine en 4 secondes, ajuster une perfusion de vasopresseur sans regarder la pompe, et vous dire si un patient se dégrade 6 heures avant que le moniteur ne soit d'accord avec moi. J'ai tenu la main d'inconnu pendant qu'il mourait, et j'ai tenu la main d'inconnu pendant qu'il revenait à la vie. Et rien de tout cela, pas une seule garde en 9 ans, ne m'avait préparé à m'agenouiller sur le sol d'une buanderie et à presser ma paume sur le front brûlant de ma propre fille, pendant qu'elle dormait dans la seule chose chaude que je lui avais jamais achetée. Le contrat à Indianapolis avait duré 2 mois. Bon hôpital, bonne unité, 6200 € par semaine après impôt. Je l'ai accepté parce que les factures médicales de la dernière crise d'asthme de Scout avaient vidé mes économies, et 2 mois à ce rythme me permettraient de tout reconstruire. J'ai organisé la garde comme le ferait un parent responsable. J'ai conduit Scout chez mes parents à Louisville, avec un sac contenant ses vêtements, son carnet de dessin, son inhalateur, ses vitamines et l'imperméable jaune qu'elle refusait d'enlever dans la voiture. Je me suis assise dans la cuisine avec Vonnie et Dodd, et j'ai expliqué le programme de médicaments de Scout, ses besoins alimentaires, sa routine du coucher, ses déclencheurs d'asthme.
J'ai mis en place un virement mensuel de 4800 € sur le compte bancaire de Vonnie, ce qui couvrait la nourriture de Scout, les ordonnances, les vêtements, et un surplus généreux pour le foyer. J'ai embrassé ma fille à la porte, lui ai dit que j'appellerais tous les soirs et que je serais de retour avant que les feuilles ne jaunissent. Val Sorin, ma plus vieille amie, était venue de son appartement pour nous dire au revoir ce jour-là en juillet. Val enseignait les arts plastiques dans le même lycée que nous avions fréquenté. Elle était la personne que j'appelais quand une garde se passait mal, et celle à qui j'envoyais un texto quand une garde se passait bien. C'était elle qui était assise dans ma cuisine la nuit de la naissance de Scout, pliant des bodys pendant que je chronométrais les contractions, essayant de ne pas pleurer parce qu'elle était plus heureuse de la venue de ma fille que quiconque dans ma famille ne l'avait jamais été. La semaine avant mon départ pour Indianapolis, Val était venue avec un jeu de crayons aquarellables et un carnet de croquis, et s'était assise par terre dans la cuisine avec Scout pendant 1 heure. Elle lui a appris à faire des ombres en inclinant le crayon, comme elle l'apprenait à ses élèves. Et quand Scout a réussi au 3e essai, Val m'a regardé par-dessus la tête de Scout et a dit « Elle a tes mains, des mains sûres. Elle s'en sortira. » Cette phrase m'a porté à travers 57 gardes en soins intensifs. Je me la suis repassée dans des chambres d'hôtel, dans des salles de pause d'hôpital, et chaque soir où appeler Scout et entendre la voix de Vonnie à la place me donnait l'impression qu'un mur se dressait entre moi et la seule chose pour laquelle je travaillais. J'appelais Scout tous les soirs depuis Indianapolis. Les 3 premières semaines, elle me parlait des oiseaux qu'elle avait vus et des dessins qu'elle faisait. Après la 4e semaine, les appels sont devenus plus courts. Elle a cessé de mentionner son carnet de dessins. À la 6e semaine, Vonnie répondait à sa place. Elle est fatiguée. Elle est déjà au lit. Elle joue avec ses cousins. Je ne savais pas qu'elle avait des cousins à la maison, car personne ne m'avait dit que Trip, Dina et leurs 2 enfants avaient emménagé. Personne ne m'avait dit que la chambre de Scout avait été transformée. Personne ne m'avait dit que mes 4800 € par mois payaient autre chose que les soins de ma fille. Je l'ai découvert comme on découvre toujours les choses dans cette famille, en passant la porte et en le voyant de mes propres yeux. Je me tenais dans le salon à 22h30 un samedi soir, avec Scout enveloppé dans une polaire sur le canapé, et mes parents qui m'observaient depuis leur siège. Trip était dans la cuisine, je l'avais entendu descendre quand j'avais haussé le ton à propos de l'inhalateur. Sa femme, Dina, était derrière lui, tenant un verre d'eau sans le boire. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai tourné le verrou. Le déclic fut le son le plus fort de la maison. Personne ne quitte cette maison tant que je ne sais pas où sont passés 9600 €. Les yeux de Vonnie se sont tournés vers la porte. Dodd s'est redressé. Trip s'est appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine, les bras croisés, la posture d'un homme qui croyait qu'il allait voir sa sœur se ridiculiser. « Tu as envoyé cet argent pour le foyer » a dit Vonnie. « Pour nous tous. Les enfants de Trip mangent aussi. Les lumières sont allumées. L'eau coule. Tu as envoyé de l'argent et nous l'avons utilisé. J'ai envoyé de l'argent pour Scout. 4800 € par mois. Pendant 2 mois. Je veux voir où il est passé. C'est ridicule. Je ne garde pas les reçus. Tu n'as pas besoin. Je n'ai jamais quitté l'application bancaire. J'ai sorti mon téléphone. L'application bancaire familiale, à laquelle Vonnie m'avait ajouté il y a 3 ans pour que je puisse surveiller les dépenses de Scout lors de mes déplacements. La même application que Vonnie avait apparemment oublié que je pouvais consulter, car chaque transaction des 2 derniers mois était encore là, horodatée, classée par catégorie et liée à la carte enregistrée. Je les ai lus à voix haute, lentement, comme je lis les signes vitaux à un interne qui a manqué quelque chose de crucial. 9 juillet, paiement Visa, 2200 €. Carte de crédit de Trip. Je regarde Trip. Il ne scie pas, 15 juillet, Amazon, 460 €. Compte de Dina. Dina pose son verre d'eau sur le comptoir, à 2 mains. 22 juillet, Ford Motor Credit, 585 €. Je regarde mon père. Sa main se crispe sur la coudoir. 1er août, Visa à nouveau, 2200 €. 8 août, Amazon, 940 €. 15 août, Ford Motor Credit, 585 €. J'ai laissé chaque chiffre résonner dans la pièce. En 2 mois. Vous avez dépensé 4400 € pour rembourser la dette de carte de crédit de Trip. 2800 € sont allés à des achats Amazon sous le nom de Dina. 1170 € sont allés à un prêt auto Ford Motor Credit.
Les 230 € restants sont allés à l'épicerie et à l'électricité. 0 n'est allé au renouvellement de l'inhalateur de Scout. À 23, 40 € par mois. 0 n'est allé à ses ordonnances. 0 n'est allé à un seul article portant le nom de ma fille. Le menton de Dina est tombé. Elle fixait le sol, comme quelqu'un qui voit le chiffre qu'il espérait que personne n'additionnerait être additionné devant lui. Les frais Amazon étaient les siens, 2800 € en 2 mois. J'avais vu les cartons dans le couloir en entrant. 3 d'entre eux, non ouverts, empilés à côté de la porte de la buanderie. 3 cartons, à côté de la porte où dormait ma fille. La mâchoire de Vonnie s'est crispée. J'ai nourri ta fille tous les jours. Cet argent couvrait tout le foyer. Tu l'as mise dans une buanderie parce que ton frère avait besoin de la chambre. Mon frère avait besoin de la chambre. L'homme qui se tient dans la cuisine de mes parents à 22h30, parce qu'il a été expulsé de son appartement il y a 3 mois pour non-paiement de loyer. Ce frère-là. Trip a décroisé les bras. Ça ne te regarde pas. C'est devenu mes affaires quand tu as mis ton lit superposé dans la chambre de ma fille et que tu l'as déplacé par terre. Trip s'est avancé. Son visage avait la chaleur qui précède un discours qu'il préparait depuis que j'étais entré. Tu largues ta gamine chez papa et maman pendant 2 mois pour aller essuyer la bave d'inconnus dans un hôpital à 3 états d'ici. Et puis tu rentres à minuit en te prenant pour la mère de l'année. Dina est là tous les jours. Mes enfants sont là. Ta fille s'est assise dans un coin à dessiner parce que personne dans cette maison n'avait de temps pour elle. Et ce n'est pas notre faute? Adli. C'est la tienne. C'est toi qui es partie la première. Dina a tressailli derrière lui. Pas à cause des mots, mais du volume. Elle avait la posture d'une femme qui avait vu ce discours répété, qui savait qu'il arrivait, et qui n'était pas d'accord avec chaque ligne, mais qui avait décidé de le soutenir quand même, car l'alternative était de se retrouver seule. J'ai failli prendre mon téléphone et appeler le 911 sur le champ. Mon pouce a trouvé l'écran, et ma poitrine voulait les sirènes, les uniformes et le rapport officiel. Car ce que Trip venait de dire, à propos de ma fille assise dans un coin à dessiner pendant que personne n'avait de temps pour elle, était le genre de phrase qu'une personne dit quand elle sait ce qu'elle a fait à un enfant, et qu'elle a décidé que c'était la faute de l'enfant. Mais l'imperméable jaune sur le canapé m'a arrêté. Scout dormait dedans, et les sirènes la réveilleraient. Et je n'allais pas laisser ma fille entendre le bruit de sa famille en train de se décomposer, avant d'avoir fini de la décomposer moi-même. Bon retour sur le coin Reddit. Si vous étiez le parent qui a envoyé l'argent, fait le sac, passé les appels, et qui est quand même rentré pour trouver son enfant par terre, cette histoire est la vôtre. Abonnez-vous, car les reçus sont sur le point de parler, et les chiffres ne mentent pas comme le font les familles. Le paiement à Ford Motor Credit, ai-je dit. 585 € par mois. C'est un prêt auto. La main de Dodd s'est crispée sur la coudoir, le premier mouvement qu'il faisait depuis que j'avais verrouillé la porte. Papa, à quel nom est ce prêt? Il n'a pas répondu. Vonnie a regardé la télévision. Trip a regardé le sol. J'ai appelé Ford Motor Credit depuis l'hôpital il y a 3 semaines, parce que j'ai vu le prélèvement sur l'application et que je ne le reconnaissais pas. Le système automatisé m'a lu le résumé du compte. Le prêt est pour un Ford F-150 de 2023, d'une valeur de 31 000 €. Co-signé par Dodd Creed, emprunteur principal Trip Creed. Trip a fait 2 paiements et est en défaut depuis juin. Papa, tu as fait les paiements mensuels de 585 € depuis le compte que j'ai alimenté pour les soins de ma fille. J'ai montré du doigt l'allée, à travers la fenêtre de la cuisine. Le F-150 était garé sous le lampadaire. Pare-choc chromé, plaque du concessionnaire encore dessus, pas une égratignure. Ce camion est garé à 6 mètres de la buanderie. L'inhalateur de ma fille coûte 23,40 € par mois. Le paiement de ton camion coûte 585 €. Vous avez choisi le camion. La mâchoire de Trip s'est durcie. Le camion n'a rien à voir avec Scout. Tout dans cette maison a à voir avec Scout, Trip, parce que tout dans cette maison a été payé avec son argent. La dette de carte de crédit que tu as amenée ici quand tu t'es fait expulser, les cartons Amazon empilés dans le couloir, le lit superposé dans sa chambre. Le camion dans l'allée. Tout cela fonctionne grâce aux 4800 € par mois que j'ai envoyés pour une fillette de 5 ans qui, en ce moment même, dort sur ce canapé dans un imperméable, parce que personne n'a dépensé 23, 40 € pour renouveler son inhalateur. La voix de Dodd est sortie, rauque.
Le camion est un investissement. Trip a besoin d'un moyen de transport pour trouver du travail. Trip vit ici depuis mars. 6 mois. À combien d'entretiens d'embauche le camion l'a-t-il conduit, papa? La télévision diffusait une publicité pour des armoires de cuisine. Scout a toussé une fois sur le canapé. L'aboiement humide d'un enfant dont les poumons ne recevaient pas les médicaments dont ils avaient besoin. Chaque personne dans cette pièce l'a entendu. Personne n'a bougé. J'ai failli me lever et sortir Scout de la maison à ce moment-là, les clés dans une main, ma fille dans l'autre, les phares pointés vers l'est. Mais la pharmacie n'ouvrait pas avant le matin, et Scout avait besoin d'un nouvel inhalateur avant d'avoir besoin d'une nouvelle adresse, et je ne quitterai pas cette pièce tant que chaque personne présente n'aurait pas compris exactement ce qu'elle avait fait, avec ses mains et son silence. Dina a parlé pour la première fois. Sa voix était fine, et elle l'a dirigée vers le sol. Je lui ai dit d'emmener Scout chez le médecin. Trip s'est tourné vers elle. Mercredi, Dina. Quand la fièvre a commencé. Scout était assise à table pour le dîner, elle a posé sa tête sur ses bras et elle tremblait. Adli, elle tremblait. J'ai dit à ta mère d'appeler le pédiatre parce que l'enfant était clairement malade. Et elle m'a regardé et a dit que Scout allait bien, et de la laisser transpirer pour que ça passe. C'était ses mots. Laisser transpirer pour que ça passe. Dina, tais-toi. Dina ne s'est pas tue. Quelque chose en elle avait basculé, comme les choses basculent chez les gens qui ont porté un secret qui n'a jamais été le leur. Et maintenant que la pièce était ouverte, elle allait le déposer. Je lui ai redit jeudi, quand Scout n'a pas voulu de son petit déjeuner. Elle a mangé 3 bouchées de pain grillé et a repoussé l'assiette. Et ta mère a dit que les enfants difficiles finissent par avoir faim. Jeudi soir, Vonnie a déplacé Scout dans la buanderie parce que Mason a dit que ça tout le tenait éveillé. Et j'ai dit, Vonnie, elle a besoin d'un médecin. Et ta mère m'a dit de me mêler de mes affaires, parce que Scout n'était pas mon enfant. Ce n'est pas notre gamine, a dit Trip, répétant la phrase comme si c'était une défense légale plutôt qu'un aveu. Elle a 5 ans, Trip. Elle brûlait de fièvre, portait un imperméable et dormait par terre, et ta mère a décidé que c'était acceptable parce que tes enfants avaient la chambre. Les poings de Trip se sont serrés. Il a regardé Dina comme un homme regarde la personne qui vient de retirer les fondations de la maison sur laquelle il a bâti son histoire. La pièce est devenue silencieuse. Vonnie n'a rien nié. Elle était assise sur le canapé, avec la pile de linge entre elle et sa petite fille, et elle n'a pas nié un seul mot, parce que Dina avait été la seule personne dans cette maison prête à dire ce qui s'était passé. Et Vonnie avait compté sur son silence, comme elle avait compté sur l'argent d'Adli. Les deux s'étaient épuisés ce soir. 3 jours. J'ai laissé le chiffre flotter dans la pièce, comme un patient sur un moniteur avec une ligne plate. Vous saviez que ma fille avait de la fièvre depuis 3 jours. Vous ne m'avez pas appelé. Vous n'avez pas appelé son médecin. Vous l'avez déplacé sur le sol d'une buanderie parce que ça tout dérangeait votre petit-fils. Et vous avez continué à encaisser mes chèques. Le menton de Vonnie s'est relevé. La comédie a repris. Le menton, les épaules, la voix qui sonnait comme de l'autorité mais qui était construite sur le même sable que tout le reste dans cette maison. J'élève 4 petits-enfants dans cette maison, pendant que tu voyages dans les hôpitaux pour jouer à l'infirmière. C'est moi qui prends les décisions ici. Je décide qui dort où. J'ai décidé ce qui était pratique. Pratique. Tu utilises le mot pratique pour décrire une enfant de 5 ans avec un inhalateur vide, dormant sur du lino dans un imperméable. Elle avait une serviette. Une serviette. Une fine serviette de bain sur un sol froid, dans une pièce à côté d'un sèche-linge, pendant que tes autres petits-enfants dormaient dans le lit que je lui ai acheté, avec les couvertures que j'ai emballées pour elle. Dans la chambre que j'ai peinte pour elle. C'est ça que tu appelles pratique? Tu n'étais pas là, Adli. Tu étais à 3 états d'ici, à gagner de l'argent et à te sentir importante. Ne viens pas dans ma maison me dire que j'ai échoué, alors que c'est toi qui es parti. Je suis parti pour pouvoir payer ses soins. Tu as pris l'argent et tu l'as dépensé pour le camion de Trip, les commandes Amazon de Dina, et une facture de carte de crédit qui n'a rien à voir avec ma fille. Tu n'as pas échoué parce que je suis parti. Tu as échoué parce que tu l'as choisi. J'ai failli la croire, une demi-seconde. La fermeté de sa voix, le port de sa mâchoire,
la façon dont elle pouvait dire le mot pratique alors qu'une enfant de 5 ans avec 39 de fièvre dormait à 2 mètres de là dans un imperméable. Mais les relevés bancaires sur l'écran de mon téléphone m'ont arrêté, parce que pratique était un mot pour gérer les ressources, et Vonnie n'avait géré aucune ressource en faveur de l'enfant qu'elle était payée pour protéger. Je me suis tourné vers mon père. Papa, tu as co-signé un prêt auto de 31 000 € pour Trip. Et tu le paies depuis mon compte depuis juin. Tu savais que la chambre de scout avait disparu. Tu savais qu'elle dormait par terre. Tu l'as vu tousser à table et tu ne l'as pas emmenée chez un médecin. Et quand je suis entré ce soir et que je t'ai dit que ma fille avait 39,3 de fièvre. Ta réponse a été qu'elle pouvait pourrir avec le linge. Les mains de Dodd se sont aplaties sur les accoudoirs. Sa mâchoire a tressauté une fois, comme celle d'un homme qui cherche une phrase qui fera passer 3 mois de choix pour de la parentalité, au lieu de ce qu'ils étaient. Ses épaules sont tombées. Puis son genou droit a commencé à rebondir. Le tremblement involontaire d'un corps qui n'a plus d'argument, avant même que la bouche ne parle. Son visage a perdu ses couleurs, des oreilles vers l'intérieur, un lent drainage qui l'a fait paraître 10 ans de plus en 10 secondes. Il a regardé le F-150 par la fenêtre de la cuisine, le camion qui coûtait 585 € par mois, puis le canapé où Scout dormait dans un imperméable à 12 €, et ses yeux se sont embués. Il a pressé les talons de ses mains contre ses rotules, comme le fait un homme qui essaie de maintenir ses jambes immobiles et qui échoue. « Je l'ai nourri », a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le mot « nourri », et cette fêlure a dit à tout le monde dans la pièce ce que Dodd savait déjà, que nourrir un enfant avec les restes d'une table où 2 autres enfants mangeaient en premier n'était pas la même chose que de la nourrir. Vonnie a tenté de reprendre le dessus. « Tu es toujours dramatique, Adli. Tout est une urgence avec toi. Tout est une crise. Tu es infirmière et tu vois des patients partout, même dans ta propre fille. Scout avait un rhume. Les enfants attrapent des rhumes. Les enfants asthmatiques n'attrapent pas de rhume, maman. Ils font des épisodes bronchiques qui ferment leur voie respiratoire. Le débit de pointe de Scout serait dans la zone rouge en ce moment, si quelqu'un dans cette maison possédait un débitmètre de pointe. Ce qui serait le cas si quelqu'un avait dépensé les 23, 40 € que coûte le renouvellement de son ordonnance. Tu en fais toute une histoire. Ma fille a perdu 2 kilos en 2 mois. Son inhalateur est vide depuis août parce que personne ne l'a renouvelé. Sa fièvre dure depuis 3 jours. Tu l'as déplacé sur un sol en lino pour que ton petit-fils puisse dormir sans l'entendre tousser. Dis-moi de quelle taille est cette histoire. Maman. Dis-moi la bonne taille pour ça. Vonnie n'a pas répondu. Elle a ramassé la chemise qu'elle pliait quand je suis entré. Elle l'a repliée, plus lentement cette fois, comme si l'acte de plier pouvait restaurer l'ordre que la dernière heure avait détruit. J'ai pris l'inhalateur de Scout sur la table basse. Je l'ai levé pour que l'étiquette de la pharmacie leur fasse face à tous les deux. Dernier renouvellement le 12 juin. 2 renouvellements manqués, 23,40 € chacun. Personne n'a appelé. L'imperméable était sa couverture. 9 600 €. Et ma fille a dormi sur le sol de votre buanderie. La pièce a entendu chaque mot. Trip a bougé le premier. Il a sorti son téléphone de sa poche et l'a brandi. J'appelle la police. Tu nous as enfermés dans cette maison. C'est de la séquestration. Tu es rentré à minuit et tu nous retiens contre notre gré. J'ai brandi mon propre téléphone. L'écran affichait une confirmation de signalement d'urgence au service de protection de l'enfance. Numéro de dossier, horodatage, partie déclarante, Adli Creed, infirmière autorisée, déclarante obligatoire. Signalement fait il y a 12 minutes, pendant que Dina parlait, pendant que la pièce regardait Dina et non moi en train de taper. J'ai déjà fait le signalement. Tu peux appeler qui tu veux, Trip. Les services sociaux ont les dossiers de la pharmacie, les relevés bancaires, et les photos que j'ai prises de la buanderie avant de soulever ma fille. L'intervenant sera là avant le lever du soleil. Trip a baissé son téléphone. Il n'a pas composé de numéro. Vonnie s'est levée du canapé. La pile de linge est tombée. Elle a fait un pas vers moi et s'est arrêtée. Tu vas détruire cette famille. Vous avez mis ma fille par terre. Elle va bien. Les enfants dorment par terre. J'ai dormi par terre. Tu as dormi par terre quand ton frère avait besoin de ta chambre pour ses trains miniatures. C'est ce que font les familles. J'avais 9 ans. Scout en a 5.
Et je n'avais pas de fièvre, ni un inhalateur vide, ni une mère qui disait à la seule personne prête à aider de se mêler de ses affaires. Vonnie a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Elle a regardé Scout sur le canapé, l'imperméable jaune remonté jusqu'à son menton, le visage toujours rouge et respirant avec ce léger sifflement. Et pendant une seconde, la comédie de ma mère s'est fissurée, et quelque chose en dessous ressemblait à une femme qui savait exactement ce qu'elle avait fait. La seconde est passée. Elle s'est rassise, a posé ses mains sur ses genoux, et a fixé la télévision que personne ne regardait. À 2h15 du matin, la maison est devenue silencieuse. Trip et Dina étaient montés à l'étage sans se parler. Vonnie était assise à la table de la cuisine, les mains à plat. Dodd n'avait pas bougé du fauteuil. Je me suis assise par terre, à côté du canapé où Scout dormait, et j'ai tapé mon rapport infirmier formel sur mon téléphone, comme j'écris les dossiers des patients. Objectif, spécifique, horodaté. Enfant trouvé sur le sol de la buanderie à 22h08. Température 39, 3 degrés Celsius. Poids estimé à 17 kg. En baisse par rapport aux 19 kg documentés lors de la dernière visite de contrôle le 1er juillet 2024. Inhalateur sur ordonnance renouvelé pour la dernière fois le 12 juin 2024. Aucune tentative de renouvellement en 3 mois. Soutien financier de 4 800 € au mois envoyé par la partie déclarante. Avec documentation du détournement. J'ai joint les photos. J'ai joint les relevés bancaires. J'ai sauvegardé le fichier et me le suis envoyé par email, ainsi qu'au numéro de dossier des services sociaux que l'on m'avait donné lors du signalement 2 heures plus tôt. J'ai appelé Val Sorin à 2h45 du matin. Elle a répondu à la première sonnerie, car Val répondait toujours à la première sonnerie, et parce que c'était elle qui m'avait dit quand j'ai pris le contrat, si quelque chose ne va pas à ton retour, appelle-moi avant d'appeler qui que ce soit d'autre. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Elle est restée silencieuse pendant 8 secondes. Puis elle a dit, je prépare les affaires de Scout. Je serai là dans 20 minutes. À 4h10, j'ai conduit jusqu'au Walgreen ouvert 24H24 sur Bardstown Road, avec Scout endormi dans son siège auto. Je suis allé au comptoir de la pharmacie et leur ai donné le numéro d'ordonnance que j'avais mémorisé la semaine où Scout a été diagnostiqué. Le pharmacien a préparé le nouvel inhalateur d'albutérol en 7 minutes. 23,40 € avec l'assurance. Les mêmes 23,40 € que Vonnie aurait pu dépenser dans n'importe quelle pharmacie de Louisville, à n'importe quel moment des 3 derniers mois, et ne l'a pas fait. Val était dans l'allée quand je suis revenu, le coffre de sa voiture ouvert, un sac de voyage avec les vêtements de Scout à l'intérieur. Elle l'avait préparé à partir des bacs en plastique dans le placard de ce qui était autrefois la chambre de Scout, se faufilant entre les Legos de Mason et l'ours de Kinley, sortant des t-shirts à papillons, des petites jeans et un carnet de dessins qui contenait encore le dernier dessin de Scout. Un oiseau aux larges ailes et au corps jaune. Val a posé le sac sur ma banquette arrière, a regardé la maison et n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Son visage disait tout ce que sa bouche ne disait pas. À 5h35, Goss est arrivé. Berline grise, sans inscription, un presse-papier à la main. C'était une femme d'une quarantaine d'années, avec des lunettes de lecture et le rythme posé de quelqu'un qui avait vu toutes les versions de cette histoire et n'était plus surprise par aucune d'elles. Elle s'est présentée, a demandé à voir l'enfant, et a vérifié la température et la respiration de Scout avant de regarder quoi que ce soit d'autre. Puis elle a fait le tour de la maison. Elle a vu la buanderie, la serviette toujours par terre, le sac à dos sur le sèche-linge. Elle a vu la chambre de Scout, maintenant une salle de jeu, avec le lit superposé, les murs gris, le poster de Minecraft là où étaient les papillons. Elle a vu le F-150 dans l'allée. Elle a vu la manette de jeu sur le canapé, la brique de jus sur le tapis, et la maison pleine de preuves que 2 enfants avaient été soignés, et qu'un ne l'avait pas été. Elle a interrogé Vonnie dans la cuisine. Vonnie a essayé son discours, désaccord familial, fille dramatique, les enfants dorment par terre, Scout allait bien. Goss écrivait, sans expression. La voix de Vonnie s'est accélérée. On s'est occupé d'elle. On l'aimait. Elle avait de la nourriture, un toit, une famille autour d'elle. Ma fille réagit de manière excessive parce qu'elle est infirmière et qu'elle voit des urgences partout. Goss a levé les yeux de son presse-papier pour la première fois. Madame, l'inhalateur de l'enfant n'a pas été renouvelé depuis juin. Sa fièvre dure depuis environ 72 heures sans intervention médicale. Elle a été trouvée dormant sur le sol d'une buanderie.
Je dois documenter les conditions de vie, et je dois parler à chaque adulte du foyer séparément. Vonnie s'est assise à la table de la cuisine. Ses mains se sont posées à plat sur la surface, de la même manière que celle de Dodd s'était posée sur les accoudoirs 5 heures plus tôt. Et pour la première fois depuis que je connaissais ma mère, elle n'avait rien à dire. Tripp a essayé de partir par la porte de derrière à 5h50. Goss a levé les yeux de ses notes. Je vous recommanderais de rester, monsieur. Je vais devoir parler à tout le monde dans le foyer, y compris votre femme. Tripp est resté. Dina a regardé le sol. Dodd est venu me voir sur le porche arrière à 5h15, avant que Goss ne commence les entretiens formels. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches, la voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Adli, s'il te plaît, dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur qu'on s'occupait de Scout. On peut arranger ça. Ta mère peut arranger ça. La chambre reviendra. L'inhalateur sera rempli. On fera tout ce que tu veux. Dis juste à l'intervenante que c'était un malentendu. J'ai regardé mon père. L'homme qui m'avait dit 4 heures plus tôt que ma fille pouvait pourrir avec le linge se tenait sur son propre seuil, à 5 heures du matin, me demandant de mentir à une fonctionnaire du gouvernement pour que les conséquences de ce qu'il a fait à un enfant ne s'attachent pas à son nom. Vous aviez 9 600 € en 3 mois, papa. Vous aviez toutes les chances d'arranger ça avant que je ne passe cette porte. Il est retourné à l'intérieur. Vonnie a essayé ensuite, à 5h25, debout dans la cuisine avec son gilet d'église mal boutonné, sa voix dépouillée de toute la comédie qu'elle avait jouée depuis mon arrivée. Je t'en supplie, Adli, s'il te plaît. C'est ma petite fille. Je l'aime. Tu l'as mise par terre. J'ai fait une erreur. Tu as fait une erreur pendant 3 jours, alors qu'elle avait de la fièvre, et tu as dit à Dina de la laisser transpirer. Ce n'est pas une erreur, maman. C'est un choix. Vonnie s'est détournée. Elle est allée dans la salle de jeu et s'est assise sur l'ancien lit de Scout, celui qui aurait dû accueillir ma fille et qui abritait maintenant des Legos et les chaussures des enfants de Tripp. Elle est restée assise là jusqu'à ce que Goss la trouve. Madame Kidding a ouvert son rideau de cuisine à 5h40. C'était une connaissance de Vonnie à l'église, de l'autre côté de la rue, la femme à qui Vonnie avait dit en août, Scout passe le meilleur été de sa vie. Madame Kidding a vu la berline grise dans l'allée. Elle a vu Goss faire le tour de la propriété avec un presse-papier. Elle a regardé la maison des Creed avec l'expression d'une femme qui recalculait chaque conversation qu'elle avait jamais eue avec la personne qui y vivait. Elle n'a pas fait de signe de la main. Les retombées sont arrivées sur 3 registres. Le registre financier était arithmétique, et l'arithmétique ne négocie pas. Les 9 600 € ont été documentés comme étant détournés. Le rapport de Goss incluait les relevés bancaires comme pièce à conviction. Les paiements du prêt auto de Dodd, de 585 € par mois, provenant des fonds désignés par Adli pour la garde d'enfants, constituaient une utilisation non autorisée. L'enquêteur du département des services à la famille, qui a appelé Dodd le mardi suivant, a utilisé l'expression « détournement de fonds désignés pour un mineur » 3 fois en un appel de 4 minutes. La dette de carte de crédit de Tripp, de 12 400 €, payée avec l'argent de Scout, est devenue une ligne dans le dossier d'enquête. Ford Motor Credit a été informé que la source de financement du co-emprunteur était contestée, et le paiement de 585 € a été rejeté le mois suivant. Le F-150, qui était garé dans l'allée pendant que Scout dormait sur du lino, a été saisi un mardi d'octobre. Tripp est resté dans l'allée, regardant le camion plateau se charger, pendant que Dodd était assis dans la cuisine, fixant la table où il n'avait signé aucun chèque, passé aucun appel, et n'avait rien fait pendant 3 mois, sauf percevoir 4 800 € d'une fille qui lui faisait confiance. Le registre social fut plus lent, mais tout aussi permanent. Madame Kidding en a parlé à une personne à l'église baptiste le dimanche. Le mercredi, la chaîne de plats cuisinés que Vonnie coordonnait depuis 15 ans a envoyé une carte à la nouvelle adresse d'Adli à la place. Elle était signée par 11 femmes. Aucune n'en a signé une pour Vonnie. Le banc où Vonnie et Dodd s'asseyaient chaque dimanche est resté vide pendant 3 semaines, et personne n'a demandé pourquoi, parce que tout le monde savait déjà. La mère de Dina a appelé de l'extérieur de l'État pour demander ce qui s'était passé. Et quand Dina le lui a raconté, sa mère a conduit jusqu'à Louisville le week-end suivant et a ramené Mason et Kinley à Paducah, sans demander la permission de Tripp. Vonnie était assise sur l'ancien lit de Scout à 5 heures du matin, pendant que Goss interrogeait Dodd dans la cuisine. Le lit était toujours dans la salle de jeu,
poussé contre le mur, à moitié enseveli sous les bacs de Lego de Mason et la couverture licorne de Kinley. Les draps en dessous étaient toujours ceux de Scoot, avec le motif de papillon qu'Abby avait choisi chez Target, sentant encore le shampoing pour enfants et la chaleur d'une enfant qui y avait dormi chaque nuit, jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'elle ne le méritait pas. Vonnie tenait la fine serviette de la buanderie, pliée sur ses genoux. Elle la pliait et la repliait encore, sans la déplier d'abord, aplatissant les plis avec ses paumes, de plus en plus petites, comme si faire disparaître la serviette pouvait faire disparaître la buanderie, et la fièvre, et le son du stylo de gosse sur son presse-papier. À travers le mur, la voix de Dodd répondait aux questions d'un ton monocorde que Vonnie ne lui avait jamais entendu auparavant, car on n'avait jamais posé de questions à Dodd par quelqu'un dont le presse-papier déterminait la suite des événements. 2 semaines plus tard, Vonnie a laissé un message vocal. 43 secondes. Elle disait qu'elle avait remis le lit de Scoot dans la chambre. Elle disait qu'elle avait renouvelé l'inhalateur. Elle disait que les choses seraient différentes. Elle a dit le mot « s'il te plaît » 4 fois, chaque fois plus bas que la précédente. Je l'ai écouté une fois, j'ai regardé Scoot dessiner à la table de la cuisine de l'appartement d'une chambre que Val m'avait aidé à trouver sur Frankfort Avenue, celui avec le radiateur qui cliquetait la nuit et la fenêtre qui donnait à l'est. Et la chambre assez petite pour que Scoot puisse toucher les 2 murs si elle se tenait au milieu et s'étirait. Ce n'était pas grand-chose. C'était à elle. L'imperméable jaune était accroché au dos de la chaise de la cuisine. Le nouvel inhalateur était sur le comptoir. Le reçu de la pharmacie ouverte 24H24, de 23,40 €, était épinglé sur le frigo avec un aimant qui disait « Louisville ». Et c'était le reçu le plus important de l'appartement, car il prouvait que maintenir un enfant en vie coûtait moins cher qu'une seule commande Amazon, et personne chez les Creed n'avait été disposé à le payer. J'ai supprimé le message vocal et j'ai posé le téléphone, écran vers le bas. Certaines portes se ferment de l'intérieur. Dans la maison des Creed, la salle de jeu était toujours une salle de jeu. Les enfants de Trip étaient partis, envoyés chez la mère de Dina à Paducah, et le lit superposé restait vide, dans une chambre peinte en gris sur du lavande. Les autocollants papillons de Scoot étaient toujours sous la peinture, si l'on regardait de près, de petites crêtes là où les bords n'avaient pas été poncés. Le crochet près de la porte d'entrée, où Scoot avait l'habitude d'accrocher son imperméable jaune, était vide, et personne n'y avait rien accroché depuis. Le F-150 avait disparu de l'allée. L'espace où il se trouvait n'était plus que des taches d'huile sur le béton et une zone morte dans le gravier. Dodd s'asseyait dans son fauteuil la plupart des soirs maintenant, la télévision allumée à faible volume, et Vonnie pliait du linge que personne ne portait sur un canapé où personne ne s'asseyait. Et la porte de la buanderie restait fermée, car aucun des deux ne pouvait regarder le sol. Sur Frankfort Avenue, Scoot a levé les yeux de son dessin. « Maman, on reste ici ? » « On reste ici. Est-ce que j'ai un lit ? » ?»« Tu as un lit, ma chérie. Tu dors dedans ce soir. » Scoot est retourné à son dessin. Elle dessinait une maison. La maison avait un grand lit et un oiseau jaune sur le toit, et le soleil dans le coin de la page avait 2 lignes qui en sortaient, ressemblant à des bras tendus vers le bas. Elle dessinait des oiseaux depuis le jour où Val lui avait donné son premier jeu de crayon de couleur, à 3 ans, et elle n'avait pas arrêté, même quand il l'avait mise dans une buanderie, parce que dessiner était la seule chose que personne ne lui avait prise, et elle n'allait pas y renoncer. J'ai failli rappeler ma mère ce soir-là. Mon doigt a plané sur la notification de message vocal pendant 10 secondes, pendant que Scoot dormait dans le lit que j'avais assemblé à partir d'une boîte IKEA que Val avait apportée dans son coffre. Le lit avait une barrière de sécurité d'un côté, un draps avec des nuages, et un oreiller qui ne sentait rien d'autre que le neuf. Et Scoot y était monté et avait tiré l'imperméable jaune sur elle comme une couverture, même si elle avait une vraie couverture maintenant, parce que l'imperméable était la chose en laquelle elle avait confiance, la chose qui avait été chaude quand rien d'autre ne l'était. L'image de ma fille choisissant un imperméable plutôt qu'une couverture m'a arrêté. Un enfant ne choisit pas un imperméable plutôt qu'une couverture, à moins qu'on ne lui ait enlevé une couverture tellement de fois qu'il a cessé de croire aux couvertures. J'ai posé le téléphone. L'inhalateur était sur la table de nuit. Cartouche pleine. 120 doses. 23,40 €. Le prix pour maintenir un enfant en vie. Ce dimanche matin-là, Val est passée avec des kalachis de la boulangerie de Bardstown Road et un jeu de crayons de couleur qu'elle avait pris au magasin de fourniture d'art où elle achetait le matériel pour ses élèves. Elle s'est assise par terre à côté de Scoot et a dessiné des oiseaux avec elle pendant 40 minutes, pendant que je buvais du café au comptoir et que je regardais ma fille rire pour la première fois en 2 mois.
L'imperméable jaune était accroché au dos de la chaise de la cuisine, propre maintenant, la capuche en forme de canard tournée vers la fenêtre. L'inhalateur était sur le comptoir, avec son capuchon. L'appartement était petit, les meubles tous empruntés, les murs nus, et c'était l'endroit le plus sûr où Scout avait été depuis juillet. Elle a tes mains, a dit Val, en regardant Scout ombrer une aile avec le côté d'un crayon. Des mains sûres. Bon retour sur le coin Reddit. Si cette histoire vous a rappelé qu'un enfant mérite plus qu'un sol, plus qu'une serviette, plus que de s'entendre dire qu'il peut pourrir, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et je vous retrouve dans la prochaine.